Salut à tous, bienvenue sur Wargame Lore Iggy TV. On continue avec le chapitre 16 de Génopère qui s'appelle le Conclave Chronalis. Donc on va avoir la suite, on va avoir enfin la révélation peut-être du plan de Belisarius Cawl. Mais on en a quand même beaucoup d'informations. Donc ça va être un chapitre assez court mais où ben voilà, ça, on avance un petit peu dans cette histoire. Comme d'habitude, je vous le rappelle, si vous êtes sur votre première vidéo concernant ce roman, sachez que ça vient du roman Génopère, que vous avez une playlist avec les 15 premières vidéos, ça commence à faire, hein, ça fait un petit moment, ça fait 15 semaines du coup qu'on suit ensemble cette aventure, donc il y a encore quelques chapitres qui vont venir, mais si vous ne les avez pas vus, bien sûr, je vous invite à aller regarder le début de l'histoire. Alors, on se retrouve avec Belisarius Cawl qui est devant cette assemblée, alors cette assemblée qui lui est pas forcément acquise, parce qu'on a des éléments qui pensent que, en effet, Belisarius Cawl est l'incarnation du porte-parole de l'Omni-Messie, une sorte de saint parmi les saints, mais aussi on a certains qui pensent que Belisarius Cawl profite de la situation, peut-être même cherche à détrôner le pouvoir en place, à savoir le fabricateur général de Mars. On a parlé dans le chapitre d'avant, je vous invite à aller le voir, hein, si vous ne l'avez pas vu encore une fois, mais en tout cas, lui, eh bien, il se plaît vraiment dans cette situation-là, parce qu'il a tous ces technoprêtres qui sont des archidominus, mais qui quand même ont soif de cette connaissance que lui a, et peut leur offrir comme ça. Donc il joue vraiment comme un acteur de théâtre devant des spectateurs avides de connaissances, et puis ça lui plaît vraiment. Donc il commence et il se dit, mes chers confrères, encore une fois, merci de m'avoir fait l'honneur de m'accorder un peu de votre temps, je sais qu'il est extrêmement précieux. Alors peut-être certains ont connaissance de mes derniers agissements sur le Pharos, peut-être. Peut-être que d'autres aussi savent pourquoi je viens vous voir et ce à quoi je m'intéresse précisément en ce moment. Donc, je vais vous apporter les réponses. Et là, il appelle un petit cerveau-crâne, et le cerveau-crâne, en fait, va déployer une image de la galaxie. Donc, c'est une image qui, pour des yeux humains non modifiés, eh bien, représente la galaxie telle qu'on la connaît avant la grande faille, et où on a ces petits points bleus, ces petits points jaunes, ces petits points blancs qui vont représenter les différentes étoiles, bien sûr avec une beaucoup plus grande concentration au centre galactique, dans le noyau, et puis bien sûr les bras qui s'étendent sur les côtés et puis qui finissent par se noyer dans l'immensité de l'univers, dans les espaces entre les galaxies. Et il commence, il dit, voyez, donc ça c'est la représentation de la galaxie avant l'ouverture de la cicatrice maledictum, et regardez malheureusement ce qui s'est passé, cette construction qui est magnifique, qui est l'œuvre du dieu machine, elle a été entachée par ses enfants, et ces enfants, ce sont bien sûr ceux qui sont passés du côté du chaos et qui ont ouvert des fractures entre eh bien, le monde warp et le monde matériel. Et en fait, on voit bien sûr, alors ce qui était avant des zones importantes, hein, qui ont disparu maintenant, enfin elles se sont magnifiées, donc on a bien sûr le Maelstrom, l'œil de la terreur, donc ces cicatrices dans la trame de la réalité, et on voit que, et au fur et à mesure, eh bien, le temps accélère, la galaxie tourne de plus en plus vite, et ces failles, tout d'un coup, s'étendent. Et on a des bras tentaculaires qui apparaissent entre l'œil de la terreur qui rejoignent celui du Maelstrom, d'autres failles warp que vous connaissez, et qui finissent par former une fracture complète qui partage la magnificence de la galaxie, cette incroyable réalisation du dieu machine, en deux. Voilà. Et il explique que cette fracture, en fait, suit... Enfin, il explique avant, vous n'êtes pas sans savoir, bien sûr, que le plan d'Abaddon a été d'ouvrir cette faille warp, mais sans doute, ce n'est pas sa finalité. Donc, on peut en déduire que cette faille warp va lui servir, cette cicatrice maledictum sert un dessein. Maintenant, nous ne savons pas forcément lequel c'est, mais en tout cas, on peut imaginer que c'était qu'une étape dans sa conquête, sa reconquête de la galaxie. Et en tout cas, on peut aussi savoir que cette chose avait été prévue. Et elle a été prévue bien avant la naissance de l'humanité, de la Terre, parce que à l'époque des anciens qui luttaient contre les Nécrons, alors les anciens sont très énigmatiques, on n'a quasiment aucune information sur eux, en tout cas ce qu'on sait c'est que les Nécrons ont cherché à pallier à l'ouverture de cette cicatrice maledictum, parce que, regardez, là, et en fait sur la galaxie, on a différents petits points qui commencent à apparaître, qui sont des petits points verts. Voici les monts pylônes que nous connaissons des Nécrons, et comme vous le voyez, et que vous le notez fort justement, ils suivent la cicatrice maledictum, c'est-à-dire que cette fracture était une faille déjà en dormance qui allait bien sûr s'ouvrir. Les anciens, les Nécrons le savaient, et les Nécrons, quand les anciens ont disparu, ont bâti leur monde pylône pour essayer de la refermer, de la contenir. Et c'est ce qui se passait.
jusqu'à présent. Maintenant, bien évidemment, Abaddon et l'objectif de ces croisades noires, maintenant on le sait, c'était de détruire tous ces mondes pylons pour libérer la cicatrice Maledictum, ce qui est maintenant le cas. Mais regardez, autre chose, et en fait, il y a des petits points, une myriade de points qui apparaissent, des points jaunes, et il dit, regardez, ces mondes-là, ce sont les mondes que j'ai découverts. Ces mondes-là, personne ne les connaît, ce sont des mondes pylônes, et je les ai découverts grâce à mon aventure dans le Pharos. Alors, il explique un petit peu le Pharos. Alors, le Pharos, c'était un moyen de communication pour les anciens à l'époque. Alors, c'est assez obscur. Et étant donné que j'ai pas lu tous les passages sur le Pharos, je vais être vraiment très très light et je vais me contenter uniquement de ce que j'ai lu dans ce petit paragraphe, ce qui est assez léger. Et si vous avez envie, parce que vous avez lu les bons romans, nous faire un petit résumé, je sais qu'il y en a parmi vous qui se plaisent à faire des petits résumés. Franchement, moi je trouve ça très sympa parce qu'on apprend des choses. Moi en tout cas, j'apprends des choses et ça me fait plaisir d'apprendre des choses. Donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, là ce qu'on sait, c'est que grâce à son expédition sur le Pharos, alors le Pharos a été détruit, mais en tout cas le Pharos était un appareil qui permettait de la communication et du contrôle sur l'ensemble du système des pylônes. Et que là, il a réussi à avoir une carte mise à jour avec les mondes Necron, Pylon qui existent et qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas référencés dans l'Imperium. Parce que bien évidemment, la galaxie est immense et des tas de mondes ont été perdus et des tas de mondes sont cachés tout simplement issus de l'Imperium. Il n'y a jamais eu d'informations, de retour sur leur existence. Et là, Belisarius Cawl a une magnifique information et on voit tous les yeux, bien évidemment, des technoprêtres qui s'allument parce que c'est inestimable. C'est une information incroyable. Vous imaginez, on leur donne des milliers, millions peut-être, millions de mondes comme ça, qui sont inexploités et avec des richesses infinies. Parce qu'en fait, Belisarius continue et dit, vous le voyez, et en fait, il y a à un moment aussi une transformation en fait, de la carte. C'est-à-dire que la carte, si on la voit avec des yeux humains, on voit cette galaxie qui tourne telle qu'on peut se l'imaginer, telle qu'on peut se la représenter assez facilement. Sauf que pour des yeux améliorés, tels que ceux des technoprêtres, eh bien, on va avoir des fréquences qui vont se rajouter. Ça va aller très loin dans l'infrarouge, très loin dans l'ultraviolet, et avec des particules qui jaillissent de cette carte-là, et ça donne énormément plus d'informations. Et Belisarius continue. Ah oui, petit passage ici, c'est que il arrive à impressionner tous les magos qui sont là. Tous les magos s'exclament en voyant cette galaxie et cette représentation et ils se disent waouh, il y a cet étonnement et cette magnificence devant une chose qui, à la limite, nous, vous voyez, ça nous paraît un peu anodin. Hein. On a beaucoup de représentations de vidéos de la galaxie, bon, bien sûr, qui sont simulées. Hein. Les étoiles sont sans doute pas exactement au bon endroit. En tout cas, si ça existe, c'est pas sans doute ce qu'on voit tourner. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça réussit à épater les membres ici présents qui sont quand même le summum des représentants des mondes forges, de leur monde forge. En tout cas, malgré tout, ils restent impressionnés par la technicité et surtout le fait d'avoir créé un hologramme solide de l'ensemble de la galaxie qui est contenu juste dans un petit cerveau-crâne. Voilà. Donc ça les impressionne et ils le disent. Donc voilà, je vous le redis aussi. Et Belisarius Cawl continue et dit cette information, elle vaut extrêmement cher parce que sur les modes pylon, ce sont aussi les mondes où il y a le plus de noctilite. Et la noctilite, c'est vraiment la ressource la plus importante maintenant dans l'univers de Warhammer 40 000 parce qu'on sait qu'elle a un pouvoir sur le warp, elle peut soit l'amplifier, soit le faire disparaître. Et donc, c'est incroyablement puissant suivant qui va contrôler cette substance. Donc, l'or de cette époque de Warhammer 40 000, la substance ou le diamant, c'est la noctilite. Et en fait, les mondes Necron, Pylon sont sur les mondes les plus riches en noctilite. C'est pour ça qu'ils ont été établis là. Donc en fait, Belisarius Cawl arrive avec une carte au trésor, ni plus ni moins. La carte ultime qui présente tous les endroits où sont cachés les gisements les plus riches de la galaxie. Vous voyez un peu la portance que ça a. Et Belisarius Cawl continue. Alors bien sûr, ça n'échappe à personne. Tous les technoprêtres sont là en mode mais ces informations-là, comment peut-on les récupérer? Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, il continue, Belisarius, et alors, on voit qu'il prend vraiment énormément de plaisir, tout ça, à voir bien sûr les yeux des technoprêtres qui s'excitent. Et il leur dit, mais ces informations-là, je suis prêt totalement à vous les partager, sans aucune retenue, pour la gloire de l'Omni-Messie, bien entendu, rien d'autre. Et en échange, eh bien, je vous demande simplement de venir contribuer et de venir m'aider dans mon projet actuel, tout simplement. Mais on a malgré tout Anaxerxes
qui toujours, hein, toujours prêt à taquiner le Belisarius, continue, il dit: «Mais attendez, mais j'ai bien l'impression que quelque chose me dit que vous avez libéré un Ctan Necron lors de votre exploration du Pharos. Est-ce que ce n'est pas un plus lourd prix à payer pour avoir ces connaissances?» Et Belisarius dit: «Oh non, mais c'est un maigre prix. Alors oui, certes, je l'ai libéré, mais notez bien que je l'ai chassé extrêmement loin de l'Imperium et que ce prix, il valait vraiment le coup parce que nous avons vraiment le moyen de sauver l'Imperium.» Et là, on a tout le monde qui dit: «Ah, sauver l'Imperium, comment et pourquoi?» Enfin, pourquoi, pas évidemment pas pourquoi, mais comment et comment allons-nous faire? Et Belisarius Cawl, en fait, il a introduit une de ses sous-routines, donc une de ses sous-consciences, dans le système de la pyramide, et il peut manipuler discrètement un petit peu la lumière. Et en fait, la lumière baisse un petit peu pour se concentrer autour de lui, et on nous dit que voilà, il est assez heureux de pouvoir explorer cette conscience de la pyramide, cet esprit de la machine, et qu'en fait, il doit résister à la tentation de découvrir tout ce qu'il y a plus loin, parce qu'on a du langage machine originel des anciens. Alors, est-ce que c'est les anciens, la race des anciens, ou est-ce que c'est les anciens concepteurs? Je pense que c'est plutôt les anciens humains dont on parle. Il a envie de les explorer, mais voilà, il a d'autres choses à faire pour l'instant. Il y a des choses beaucoup plus importantes et les secrets sont là. Ils ont attendu des milliers d'années, ils peuvent y entendre encore un tout petit peu. Là, pour l'instant, il va essayer de rallier à sa cause les Monteforge ici présents. Alors, il va continuer. Et donc, il dit: mais voilà, j'ai géré le problème de ce Ctan, rassurez-vous, et nous avons cette information-là. Cette information, encore une fois, je vais la partager avec vous pour sauver l'Imperium. Alors, tout le monde dit: mais comment sauver l'Imperium? Qu'est-ce que vous imaginez? Et en fait, Belisarius continue et dit: mais en fait, j'ai étudié les prototypes de l'archéo-xénotechnologie, à savoir des pylônes Necron, et je suis en mesure de reproduire cette technologie. Et mon ambition, c'est tout simplement de créer notre propre réseau qui permettra de juguler la cicatrice et de la faire complètement disparaître de l'espace matériel. Ainsi, l'Imperium aura un effort de guerre démultiplié. Nous pourrons bien sûr retrouver cette moitié de la galaxie avec l'Imperium Nihilus qui est loin, qui n'a pas la vision en fait de l'Astronomicon. Bien sûr, tout ce qui est désengendré, et on note aussi que lui aussi emploie le mot désengendré, donc du coup je pense que c'est tous les techniciens en fait, tous les magos dans le Mechanicus, on emploie le terme de désengendré. Les désengendrés ne pourront plus se matérialiser, il y aura moins de naissances de psycheurs, donc on pourra contrôler et juguler ça, parce qu'en fait c'est un problème assez présent, parce qu'étant donné que les psycheurs sont des portes d'entrée pour les démons, forcément, s'ils ne sont pas détectés à temps, ils peuvent péter un câble à un moment donné et forcément ouvrir une faille warp à l'intérieur même de l'endroit où vous êtes, dans une base fortifiée ou que sais-je. Donc c'est un vrai problème pour l'humanité. Ensuite, bien sûr, les pouvoirs des psycheurs adverses, des sorciers du chaos, seront vraiment amoindris, donc ce sera louable pour l'effort de guerre, mais quel que soit le degré, c'est-à-dire que même sans aller jusqu'à réussir l'ambition démente de Belisarius Cawl de refermer la cicatrice Maledictum, ça c'est vraiment quelque chose d'assez puissant, hein, comme but et comme motif, c'est vraiment très bien. Alors je résiste, j'ai la tentation de ne pas vous en dire plus, mais on verra. Pas que j'en sais plus, mais c'est qu'en fait j'ai envie presque même de faire une vidéo là-dessus, sur la trame de Warhammer 40 000, oui, je peux pas me retenir, où du coup avec la V8 on a introduit justement la cicatrice Maledictum, et peut-être qu'avec la V11 à un moment donné, justement on va réussir à la refermer, et que ça va donner peut-être un autre nouvel équilibre en fait, recréer d'autres choses, mais le fait de redynamiser le fleuve comme ça régulièrement, avec des choses qui sont pas transcendantes, parce qu'en fait, faut imaginer quand même, alors ça y est, là, je vais plus m'arrêter, mais que la cicatrice Maledictum qui partage la galaxie, c'est un truc de fou pour le chaos, mais dans les faits, ça n'a rien changé. Alors oui, les communications sont plus difficiles, oui, il y a l'Imperium Nihilus, mais qu'est-ce que ça change techniquement dans le lore qu'on lit tous les jours en fait? Rien. Enfin, strictement rien, on n'a pas du Cadia dans l'affaire, mais voilà, c'est pas plus fou que ça en fait. Et donc le fait de la refermer, ce serait une victoire incroyable, mais en même temps, ça changerait pas beaucoup plus les choses que ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un levier scénaristique assez fort pour vous proposer une sorte de cataclysme cosmique, c'est le cas de la cicatrice Maledictum, mais au final, ça change pas grand chose, tout le monde se débrouille plus ou moins avec, et puis on peut le refermer au final. Donc waouh, on a sauvé l'Imperium, alors qu'en fait, il s'est rien passé en fait. Vous voyez ce que je veux dire, la notion que je vous donnais par là. Donc je pense que peut-être on ira vers cette fermeture de la cicatrice Maledictum. Ça peut être intéressant, puis ça peut redynamiser un peu le lore. Donc, j'essaie de revenir où j'en étais. Donc, les gens sont vraiment intéressés, mais disent, mais oui, mais nous avons entendu que les pylônes Necron, et d'ailleurs les Necrons dans la zone Nihilus, sont en train de créer une zone d'exclusion de tout ce qui est pensée consciente. Et tout ce qui est biologique
ayant une conscience, se trouve annihilé à l'intérieur de cette zone-là. Donc vous cherchez vraiment à recréer ça à l'échelle de la galaxie. Et Belisarius fait, mais justement, si nous laissons faire les Nécrons, ce sera vraiment néfaste pour nous. C'est pour ça que nous ne devons pas laisser cette tâche qui nous a été confiée par le dieu machine, parce qu'il faut vous rappeler que la galaxie est la création du dieu machine, donc ses enfants, à savoir l'humanité, et donc à plus forte raison l'Adeptus Mechanicus, se doit de corriger ce problème. Et c'est la volonté du dieu machine que ces enfants corrigent ce problème, et non pas les Nécrons. Donc ne laissons surtout pas faire les Nécrons. Au contraire, le fait qu'ils le fassent, il faut qu'on soit plus rapide qu'eux et qu'on crée notre propre réseau. Et Belisarius continue en chérie et dit « J'ai en ma possession un prototype qui, comme je vous l'ai dit, permet d'annihiler les effets du warp sans pour autant causer de désagréments aux entités conscientes, physiques, biologiques que nous sommes. Donc, par contre, j'ai besoin de vos ressources et j'ai besoin aussi d'un moyen de contrôler ce réseau. Et c'est pour ça que je vous ai réunis ici. » Alors bien sûr, je pourrais créer mon propre système de contrôle, j'en ai les ressources, j'en ai les connaissances, j'en ai les moyens, mais j'en ai pas le temps. Et le problème, c'est qu'avec le retour du seigneur Guilliman, eh bien, il nous presse à combattre le chaos. Le chaos, lui aussi, continue son emprise. La cicatrice Maledictum donne un atout vraiment fort aux puissances du chaos qui nous assaillent sur tous les fronts et nous sommes acculés. Et c'est pour ça que je n'ai pas le temps de développer mon propre système. Par contre, je vais vous demander votre aide pour utiliser celui qui existe déjà. Et en fait, on voit que la galaxie dézoome et à une extrémité, on a un petit point qui se met à luire. Donc bien sûr, après, on va zoomer dessus et on observe un trou noir. Un énorme trou noir qui est en rotation menaçante et Belisarius dit voilà, cette zone s'appelle la mâchoire de Caligan. Et donc Belisarius dit, eh bien sans doute qu'il a été nommé suivant le grand Caligan. Maintenant, c'est un détail, personne ne sait plus qui c'est. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce trou noir n'est pas naturel et il a été créé lors d'une grande guerre. Pourquoi? Et on voit en fait que ça zoome, ça se rapproche de l'horizon des événements du trou noir et on voit une petite perle pâle et cette petite perle pâle c'est une planète. Alors son destin est scellé à plus ou moins long terme, elle sera happée par l'horizon des événements, mais en attendant elle existe toujours. Et Belisarius continue et dit j'ai découvert que cette planète qui s'appelle Inartatep, on va dire ça. Faut que je vérifie. Irtanatep, telle qu'elle a été nommée par les Nécrons, était un nexus de contrôle des pylônes. Et c'est pour cette raison qu'elle a été détruite. Mais on peut peut-être encore y trouver ce système. Alors les autres disent, mais pourquoi? En plus, la planète a été détruite, forcément la planète a été attaquée, on n'a aucune chance de retrouver la moindre information, et le temps d'excaver en fait toutes ces données, forcément, autant que vous construisez votre système. Et on a une petite voix qui fait, non, pensez à l'incidence de la gravité sur le déroulement du temps. Et en fait, selon la règle de l'espace-temps, qui est au cours de Warhammer 40 000, eh bien, plus la gravité est forte, plus le temps ralentit. Ce qui fait qu'il y a moyen d'estimer que sur cette planète, eh bien, ils vivent toujours à une autre époque, dans une fracture un peu temporelle, qui n'est pas le cours temporel des événements actuels du 41e millénaire, mais qu'ils se retrouvent toujours au moment de cette attaque. Parce que l'étoile, qui était le trou noir, en fait, a été vaporisé par des armes colossales lors d'une grande guerre des anciens, on imagine, mais elle a créé cette fracture, et l'horizon des événements attirant au fur et à mesure la planète, eh bien, la gravité exceptionnelle a créé le fait que, sans doute, sur cette planète, on va la retrouver intacte, aussi incroyable que cela puisse paraître. Alors, bien sûr, il y en a des voix dissonantes qui arrivent, mais c'est impossible, on ne peut pas voyager à travers le temps, c'est illégal, c'est interdit, c'est une absurdité, il ne faut pas voyager à travers le temps. Et on a, eh bien, malgré tout, des voix un petit peu dissonantes, parce qu'il y a bien sûr des adeptes de la science du temps et qui viennent émettre des hypothèses en disant « mais en fait, au final, non, parce que nous avons l'interdiction de manipuler les choses pour voyager dans le temps. Par contre, nous ne faisons pas cela. Nous irons simplement à un endroit qui est décalé dans le temps, ce qui est totalement différent parce que nous ne créons rien. C'est un état naturel des choses. Donc nous ne remettons pas en œuvre le concept de l'organisation du monde par le dieu machine, mais simplement nous allons à un endroit précis de l'espace-temps qui existe dans la création
du dieu machine. Donc, comme nous ne manipulons pas les choses, c'est totalement autorisé et nous ne enfreindrions pas les règles, à savoir pas de voyage temporel. Et donc, bien sûr, là, il y a un petit débat, les esprits s'échauffent on entend certains qui disent « Mais de toute façon, comment va-t-on faire ? Il faudrait une énergie colossale pour réussir à nous transférer sur cette planète. Et même si nous y arrivions, ce qui me paraît vraiment inconcevable, eh bien, nous n'avons aucune garantie que nous trouverons en effet ce dispositif en état de marche. Et quand bien même nous réussirions à le faire marcher, rien ne prouve que nous aurions suffisamment d'énergie à nouveau pour nous extraire et revenir dans notre réalité et dans notre époque temporelle. Donc la question du comment, évidemment, revient encore une fois, et Belisarius dit « J'en suis capable. J'ai la technologie qui permettrait de faire un tunnel à travers l'espace-temps pour aller en ce point précis et de réussir à en revenir. » Alors bien sûr, l'énergie qui le demande est colossale, mais c'est une énergie qui a existé et c'est une énergie comparable à la puissance des étoiles, mais nos ancêtres et d'autres races dans la galaxie ont été capables de le faire, donc je suis venu pour solliciter votre aide pour que nous aussi, nous reproduisions en fait ce mécanisme et cette puissance énergétique afin de refaire le chemin dans les deux sens et réussir à contrôler les balises. Et elle continue, elle fait « Regardez, cette carte de la galaxie va vous montrer la progression d'Abaddon et des différentes croisades noires. » Et on voit, avec un petit timbre impérial qui apparaît et qui numérote à chaque fois les premières croisades, deuxième croisade, 13e croisade noire. On voit qu'au fur et à mesure, eh bien, les mondes Nécron, avec les pylônes, sont de plus en plus ciblés. Et même si, dans les débuts, avec les premières croisades noires, ce n'était pas un objectif, quand on regarde cette globalité-là, et avec ces données en tête, on est certain maintenant que c'est le but des croisades noires, et que la 13e croisade noire qui a été lancée par Abaddon, à terme, réussira à détruire l'ensemble des mondes pylônes. Et que, au-delà de ça, Belisarius continue et appuie en disant « Les anciens ont été assez sages pour ne pas les détruire, pour ne pas y toucher. Nos ancêtres ont eu cette sagesse aussi. Par contre, nous, adeptes d'une Mechanicus, nous n'avons pas eu cette sagesse. Et regardez, et en fait, on a plus de la moitié des mondes qui disparaissent. Et il dit, tous ces mondes ont été détruits par nos recherches. Et nous sommes coupables. Nous sommes coupables, nous, dans le Mechanicus, d'être ignorants. Et c'est un crime aux yeux du dieu machine. Nous avons cette ignorance, et dans notre ignorance, nous avons détruit ce garde-fou qui permettait à la cicatrice Maledictum de rester fermée, et dans notre soif aveugle de connaissance, de destruction du Xéno, notre haine, nous avons détruit les sécurités que les anciens avaient créées pour nous les peuples matériels, et maintenant Abaddon en profite, et le chaos est sur le point de gagner. Et nous tous, de l'Adeptus Mechanicus, sommes coupables, encore une fois. Et je loue le saint Dieu Machine que eh bien, cette information-là ne se divulgue pas à l'extérieur. Parce que sans doute que l'Adeptus Terra, s'il en avait connaissance, eh bien, serait très peu tolérant à l'égard de l'Adeptus Mechanicus. Et nous devons donc, c'est notre tâche, notre devoir, réparer ce que nous avons cassé. Voilà, donc là, bien sûr, encore une fois, toute la foule discute, il y a des échanges de données, etc. Mais cette fois-ci, Belisarius Cawl ménage son effet, attend un peu, et à un moment dit « Je suis Belisarius Cawl. On dit que je peux tout faire, mais cette fois-ci, je ne peux pas le faire seul. » Voilà, bien sûr, ça continue, encore les brouhahas, toujours. Et Belisarius Cawl reste, attend, et on a Anarxxs qui revient, qui intervient, et qui là utilise une corne tel ce qu'on peut entendre sur un titan warlord, et tout le monde se calme, évidemment, instantanément, sous la menace sous-jacente, et il dit « Belisarius Cawl, vous nous avez donné matière à réfléchir. Nous devons bien sûr en discuter entre nous, mais nous reviendrons vers vous assez prestement. » Et voilà, fin de ce chapitre, on en arrive là, donc on a le plan de Belisarius Cawl. Alors c'est quelque chose qui est assez connu et que, au-delà du chapitre, des romans de Génopère, on connaissait déjà. Le but de Belisarius Cawl, on l'a vu avec le supplément Nexus Paria, c'est bien sûr de réutiliser la technologie des Nécrons, et c'est d'ailleurs ce qu'il a mis en œuvre déjà depuis bien longtemps, et il le dit lui-même, il le dit depuis que j'ai cessé de travailler sur les Primaris, je n'ai jamais cessé de travailler sur les pylônes Nécrons. Et le début, c'est bien sûr l'ouverture de Secretis Maledictum, c'était un moment où, rappelez-vous, Belisarius Cawl était sur Cadia,
Et avec l'aide de Trazyn l'Infini, il avait acquis une connaissance suffisante pour renverser la vapeur sur les pylônes et les réutiliser pour fermer l'œil de la terreur. L'œil de la terreur qui était à côté de Cadia. Cadia, je vous rappelle, c'est du passé, hein, c'est de l'histoire maintenant dans Warhammer 40 000, mais Cadia, la porte cadienne, pourquoi on l'appelait la porte cadienne? Parce que c'était la porte qui menait à l'œil de la terreur, qui était une faille warp ouverte vers l'Immaterium, et c'était bien sûr l'endroit où toutes les flottes du chaos venaient. C'est pour ça que Cadia était un des mondes, sinon le monde le plus militarisé, et qui défendait l'ensemble de l'Imperium, voire de la galaxie, des assauts de cette faille warp. Bien sûr, ça s'est passé pas comme ils le souhaitaient, donc les pylônes ont été détruits, hein, je vous rappelle, Abaddon. Alors si ça vous intéresse, tous ces passages-là, sachez que j'ai fait toute une série de vidéos sur Gathering Storm, le premier tome, c'est ce qui explique tout ça, hein, donc comment Cadia a été détruit, comment Abaddon a réussi à jouer son coup, et comment, du coup, avec la destruction et la perte de ce réseau de pylônes, eh bien, la faille s'est ouverte, et le Maelstrom a rejoint l'œil de la terreur, et ont partagé ensemble la galaxie en deux, et qu'on a maintenant la cicatrice Maledict. Donc, ça n'a pas bien sûr démotivé Belisarius Cawl, au contraire même, parce que forcément, il a eu la preuve que cela marchait. Parce que je vous rappelle que juste avant que les pylônes soient détruits, eh bien, l'œil de la terreur était en train de refluer. Donc il était sur le point de triompher, de refermer ses failles warp, et bien sûr de rendre l'univers matériel complètement hermétique au warp. Malheureusement, bon, là, ça a échoué, mais ça prouve bien que ça existe, et ça prouve bien le pouvoir colossal des pylônes, et que c'est maintenant la seule solution pour se débarrasser justement de la cicatrice Maledictum. Donc on a cette info qui était déjà là, qui revient ici maintenant. Alors, ce qui est nouveau bien sûr, c'est comment il va utiliser en fait les pylônes qui sont en dormance. C'est bien sûr en les contrôlant avec ce Nexus qui est sur une zone temporelle. Alors c'est pour ça, ça met bien sûr en parallèle avec tout ce qu'il a déjà fait. Donc bien sûr, convoquer tous les plus grands magos de la discipline du temps, en fait, de l'étude du temps. C'est pour ça que c'est même pas Belisarius Cawl, hein, c'est très malin. Hein. Ce n'est pas lui qui avance l'idée que peut-être on va trouver le monde intact, mais c'est bien sûr les autres magos qui sont là, qui disent non mais attendez, peut-être que c'est possible, parce qu'ils comprennent la nature des choses, ils comprennent que avec la singularité qui est juste à côté de la planète, eh bien peut-être en effet cette planète reste encore intacte et que le dispositif va pouvoir être utilisé. Donc, bon, après, on peut se poser des questions de comment il le récupère, etc., bien sûr. Mais, en tout cas, c'est l'idée de Belisarius Cawl. Profiter de l'ensemble des connaissances du Mechanicus sur le voyage à travers le temps et l'espace pour réussir à aller sur ce point-là, réussir à en revenir et activer tous les pylônes, refermer la cicatrice. Voilà. Donc, va-t-il y arriver ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très pressé d'arriver à la suite de ce roman. Bien sûr, bon, tel que j'imagine, allez, si on se risque à quelques pronostics, hein, moi j'aime bien faire les pronostics, on peut imaginer qu'il va être sur le point de réussir, mais que Fabius Bill va l'empêcher au dernier moment et que, voilà, retour balle au centre. Mais en tout cas, il a quand même gagné des compétences, il a gagné et puis il est en train de recréer un autre dispositif. Et puis voilà, rendez-vous pour le round 3. Je pense que ça se passera un petit peu comme ça, mais bon, peut-être on aura un dénouement un peu plus puissant. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de changements énormes qui sont suivis dans les romans. Donc tout ce qu'on a dans les romans, c'est vraiment pour se faire plaisir quand on va aller plus loin dans le lore. Certains posent des questions, disent par quoi on commence pour découvrir le lore de Warhammer 40 000. Et évidemment, c'est le bouquin de base. Le bouquin de base, c'est vraiment ce qui va vous détailler l'ensemble, le squelette du lore de Warhammer 40 000, de l'histoire. Après, vous avez un peu les codex, hein, mais les codex, maintenant, ça fait longtemps que c'est plus le moyen le plus utilisé par Games Workshop pour communiquer sur le lore, hein, c'est un peu figé. Ce qui est vraiment le meilleur moyen pour faire avancer le lore, c'est soit un changement de version, ou soit ce qui est juste avant les changements de version, c'est-à-dire les bouquins de campagne, typiquement Nexus Paria, voilà. Alors après, avec Léviathan, bon, ça un petit peu, on a un petit peu resté sur notre fin, parce que ça n'a pas été très très loin, mais Gathering Storm, ça reste pour moi encore une référence de l'évolution du lore. Mais malgré tout, on apprend quand même énormément de choses sur sa diversité avec les romans. Donc je vous engage, si vous avez envie, à vous faire un petit peu les romans. Il y en a tellement qui existent, hein, je pense qu'il y en a plus que ce que vous êtes capable de lire, enfin je vous le souhaite, donc, enfin je sais pas si je vous le souhaite ou pas, mais en tout cas il y a tellement de bouquins que, ou alors faut être un lecteur vraiment, vous en lisez un par jour, hein, tu vois, il y a vraiment énormément de choses. Voilà, bon, en tout cas je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, hein, c'est la meilleure façon de me dire merci si vous voulez que je continue, et bien voilà, le soutien financier pour que je puisse continuer, et puis comme d'habitude, le pouce-up, ça fait plaisir, les petits commentaires, s'il y en a qui veulent nous parler du Pharos, ça c'est vraiment un domaine que je ne connais pas bien, je ne maîtrise pas bien, donc si vous avez d'autres informations,
informations, bah moi je suis preneur, hein. Encore une fois, l'échange d'informations, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Voilà, gros bisous à tous et à bientôt. Salut, bye.